Bonjour tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Salut Stéphanie Léveillé-Denis. Salut Amélie-Paul, ça va bien? Très bien, mais que se passe-t-il? Alex Néguère ici. Alex est trop une grande vedette maintenant, il peut plus se pointer au studio toutes les fois. Donc, me voici en remplacement. Mon nouveau surnom est Polyflat. Oui, je bouche les trous. Ah, tu as remarqué qu'on a une thématique... Une thématique épaule à dénudée. découvert, oui, Ouais. c'est ça. Et c'est une émission empreinte de beaucoup de féminisme et d'estrogène Féminité, aujourd'hui. estrogène. D'ailleurs, Tu on avais va- une moustache hors du studio. Hors du studio. Mais en fait, le Rarès, c'est correct, il n'y a pas de moustache. Puis il y a les mains exactement. douces. Et puis, oui, il y a les mains douces. Ça, c'est Ça, c'est c'est la un fait à réputation de savoir. Rarès Bourlacou. Et on va parler avec lui de l'histoire des femmes en politique. Donc, Voilà. on en profite. On en profite, on prend le dessus. Exactement. Alors... Je vais aller le rejoindre. Ben oui, Je tout vais à aller fait. réchauffer ses belles mains douces. D'accord. À tout de suite, les amis. Et j'y vais tout de suite avec les nouvelles de cette semaine. Alors, une soixantaine de citoyens et travailleurs évacués après une fuite de gaz. Une excavatrice a rompu une conduite de gaz de 4 pouces de diamètre dans la matinée du 27 novembre devant le 141 rue François-Souillard, provoquant ainsi l'évacuation d'une quarantaine de résidents du secteur ainsi qu'une vingtaine de travailleurs de la construction. Pas moins de 1500 citoyens ont également été privés d'électricité durant plusieurs heures. La machinerie a accroché la conduite vers 8h23. Les premiers pompiers arrivant sur place dès 8h31. À ce moment, la fuite était audible et l'évacuation d'une quinzaine de logements de l'avenue Léo-Lacombe entre le boulevard Cartier et la rue François-Souillard a débuté dans ce secteur en construction avoisinant la station de métro de la Concorde. Le chemin de fer se trouvant tout près et le transport en commun étant perturbé, l'Agence métropolitaine de transport et la Société de transport de Laval ont été avertis de l'accident pendant que 4 unités du service de sécurité incendie, soit 19 pompiers, s'affairaient à colmater la brèche et prendre des lectures du taux de monoxyde de carbone, les premières montrant jusqu'à 300 ppm, donc particules par million. La norme dans un commerce est de 35 et celle d'une résidence de 9. Quand le gaz a été suffisamment ventilé, les gens ont pu regagner leur chez-soi. Début d'un incendie au Château Royal. Un début d'incendie a forcé l'évacuation du Château Royal mercredi le 29 novembre en fin d'après-midi. Il était 15h40 lorsque l'appel a été fait au 911. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté la présence de fumée dans un secteur d'entreposage. Il semblerait qu'en raison d'une panne majeure d'électricité, la génératrice aurait fonctionné trop longtemps, causant une surchauffe au niveau de la cheminée extérieure. Les dommages au bâtiment sont évalués à 10 000 et 500 pour le contenu. Alors, je me dirige pour rejoindre Stéphanie et Rarès. Bonjour! C'est vrai, hein? Moi, dès la première fois que je t'ai rencontré, c'est les mains de Ça t'a Rarès. frappé. Oui, ça m'a frappé, vraiment. C'est rare un homme qui a des mains aussi douces. Ben, Voilà. peut-être parce que je tape beaucoup à l'ordinateur. Ah, donc, c'est ça. Mais tu mets ou pas je une prends le crème ou quoi Oui, que ce des soit. fois, oui. Ah, voilà. Voilà. Alors, Arès, on parle de l'histoire des femmes en politique et j'aime bien le sujet que tu as choisi aujourd'hui. Oui, moi C'est aussi. de Puis mise. vous avez déjà lancé une première piste de discussion parce que notamment, c'est lié le féminisme avec l'apparition de femmes en politique. En fait, il faut remonter à 1961, quand au Québec, on avait la première élue, Madame Marie-Claire Kirkland-Casgrain. C'était la première Ça, c'était femme. au fédéral? Non, au niveau provincial, au provincial. Québec. 1966, donc 5 ans plus tard, Fédération de femmes du Québec, c'était déjà un mouvement qui prenait de plus en plus d'ampleur. Puis c'était grâce à cette élection de Mme Casgrain qui a fait vraiment une très belle carrière, très impliquée dans le milieu de femmes, dans de l'environnement politique également, qu'on a réussi à créer ce mouvement dont on avait quelques noms comme Françoise David ou Monique Géron-Forget. Ça a été la par pionnière, exemple. finalement. la pionnière. Oui. Est-ce que ça a été une révolution à ce moment-là? C'était Oui, moi très je, pourrais, spécial. moi je pourrais affirmer que c'était une révolution. C'était calé, si on regarde un petit peu la scène publique et politique, sur les mouvements de gauche. Donc beaucoup d'implications pour favoriser les droits des minorités, les droits des personnes avec certaines disabilités.
minorités sexuelles, ainsi de suite. Donc, tout de suite, le mouvement s'est montré comme une sorte de repère pour ces autres types de courants qui voulaient rejoindre la politique. Alors, ils ont passé à travers la Fédération de femmes du Québec pour se donner une voix, s'exprimer au niveau de la société. Est-ce que d'après toi, d'après l'analyse que tu en fais, une femme en politique, c'est aussi bien vu qu'un homme en politique? Souvent, on a l'impression qu'il y a une certaine misogynie dans l'adoption du pouvoir. Ça fonctionne, ça rime avec le mœurs de la société. Je me considère très content et très heureux de constater qu'ici au Québec, à mon avis, puis je vous dis ça comme homme, comme personne qui fait des analyses de politique publique, aujourd'hui, personne ne considère plus que c'est une question de lutte, disons comme ça, entre les hommes et les femmes. Je pense que la contribution est énorme. Il apporte une compétence inouïe. Puis ça va de pair avec le fait, si vous regardez toutes les statistiques, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup plus de femmes diplômées au niveau de baccalauréat que les hommes. Vrai. Alors, voilà, général, translater cela en politique publique, donc c'est pas juste une présence féminine, c'est un apport de compétences spécifiques pour des projets et pour des programmes. Mais je crois que ça fait plus doute que les femmes sont aussi compétentes, mais je crois là où tu t'en allais, c'est qu'on n'est pas un peu plus exigeant avec les femmes. Tu sais, comme Valérie Plante, elle l'avait dit en entrevue qu'on lui dit « souris pas trop, ris pas trop, ça paraît pas bien pour une femme, ça a l'air un peu niaiseux. » Ça, et je vous donne raison, d'autant plus que son slogan, il faut pas oublier son slogan de campagne, c'était « l'homme de la situation ». Alors, ça veut dire qu'il y avait des études de marché politique qui montraient le fait que, bon, il faut se présenter comme quelqu'un qui est très déterminé, fort, comme un homme, mais rejoindre aussi un électorat féminin. Donc, non, c'est vrai, on a une exigence même exigeant envers l'apparence physique, souvent, là, une exigence qu'on n'a pas envers les hommes. Si on parle, exemple, Manon Mancé, souvent les gens vont parler de ces petits poils au-dessus de la lèvre. Il faut qu'elle soit parfaite, et bien étudiée. Mais on dirait qu'il faut soigner un petit peu plus. Quand on regarde le ministre Barrette, un petit peu plus, pas qu'il se laisse aller, il a des beaux habits, mais écoute, un ministre de la Santé, j'ai vu mieux. T'sais. Oui, il est critiqué d'ailleurs pour cela. Il ne respecte pas la santé nécessairement. Non, c'est ça. Pour compléter un petit peu, Amélie, pour vous dire que si vous regardez même au niveau international, puis on revient vers le final, vers nous, chez nous ici à Laval, au niveau international, on a une femme exceptionnelle qui est à la guide du gouvernement allemand, Mme Merkel depuis 13 ans. Elle a une poigne de fer, cette dame. Time, la fameuse revue Time, à plusieurs reprises, la considère la plus forte femme au monde. Une compétence extraordinaire. La femme la plus puissante du monde, donc. Une politique de compromis, de développement au niveau international. On avait d'autres, Margaret Thatcher, Golda Meir en Israël. En Australie aussi, je crois. En Australie, oui, effectivement. Donc, ça veut dire que ça fait partie, effectivement, d'un mouvement global, cette émergence de la contribution des femmes en politique. Puis au Québec, Mme Casgrain, au départ, la pionnière, est-ce que ça a un lien, d'après toi, avec le fait que les femmes ont eu le droit de vote à peu près dans la même époque, ou ça ne fait pas vraiment de lien, c'est vraiment... Non, c'est un lien direct. Lié, Elle a milité pour cela, puis le bâton a été repris par la suite, comme je l'avais mentionné, par Mme David, par Monique Jérôme Forget, puis on est arrivé à avoir la parité homme-femme déjà lors du gouvernement Charest, puis on est dans la zone de parité dans le gouvernement actuel. Ça veut dire que ce n'est plus en tendance, c'est une réalité, puis ça va avancer de plus en plus, une présence de plus en plus accélérée, même sur les conseils d'administration des compagnies privées. Donc, je pense que la place est tout à fait leur appartient. Mais si on revient à Valérie Plante, c'est quand même la première mairesse de Montréal depuis 375 ans. Effectivement. Il était comme tant, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que tu penses que ça va avoir des répercussions positives, que ça va amener du changement? Tout à fait, tout à fait. Ça pourrait montrer à n'importe quelle fille d'aujourd'hui qui veut faire une carrière dans les activités publiques. Voilà, c'est là que je pourrais arriver un jour, si je travaille, si je monte une organisation, si je donne de ma contribution avant dans les questions communautaires, associatives. C'est vrai qu'elle a l'air proche du peuple. Tout à fait, tout à fait. Un anthropologue, n'oubliez pas, un anthropologue, ça veut dire qu'il connaissait effectivement tous ces petites filles conducteurs
qui font en sorte que la société s'éclate, fonctionne, se développe. Et puis ici, à Laval, dans les dernières élections, il y a eu une femme qui s'est présentée. Tout à fait. Un bon résultat, Sophia Baudelot. Puis on a, n'oubliez pas, la ministre régionale qui responsable de Laval, Mme Charbonneau, puis Mme Sauvé, une femme extrêmement déterminée, très compétente notamment pour des questions liées à l'emploi. Et là, ancienne directrice de Carrefour Jeunesse Emploi, elle connaît, elle participe à l'élaboration du plan de lutte contre la pauvreté. Donc, toujours un centre-gauche qui est touché par la contribution de ces femmes qui s'impliquent, qui donnent beaucoup d'elles-mêmes. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les femmes sont moins intéressées à la politique? De base. Moi, je pense que le fait par rapport aux années passées avant le Québec de la Révolution tranquille, elles s'investissent de plus en plus dans leur carrière. Alors, il faut avoir une carrière. La politique, c'est juste une parenthèse. On n'est pas des professionnels de la politique. Puis Dieu, on sait qu'elle est très dynamique. L'idée, c'est qu'il faut s'impliquer beaucoup dans des associations communautaires, dans des organisations sans but lucratif, dans toutes sortes des aspects. Alors, les services de garde, concilier la famille là-dedans. Effectivement, responsabilité pour les enfants, de plus en plus de devoirs à la maison. Ben écoute, c'est une belle discussion. Merci. J'aimerais terminer juste avec une petite blague. On vous a raconté à nos téléspectateurs sur Margaret Thatcher. Puis elle est fameuse pour cette question liée, c'était toujours une petite chicane entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne pour l'argent chacun qui met sur la table. Alors, à un certain moment, elle faisait de la pression, puis il poignait la table, puis il disait « I want my money back ». À ce moment-là, l'ancien président français, Jacques Chirac, disait qu'elle allait toupet de s'engager, mais vous avez bien compris le mot que je voulais ça, c'est l'humour pour l'élite. Oui, voilà. Effectivement, qu'elle a le... Bon, donc on termine sur cette note. Merci beaucoup. Au plaisir. Nous sommes avec Hélène Sampson, conseillère en marketing et formatrice pour la compagnie Alco Prévention Canada. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour à vous deux. Ce matin, vous venez nous parler de deux volets, en fait. La compagnie Alco fait évidemment des accessoires qu'on peut retrouver en magasin, notamment à la SAQ, dans plusieurs établissements sous différentes formes. Et aussi, vous avez un volet prévention. Donc, on va commencer par le début. Le volet prévention avant de diagnostiquer. Avec la technologie. Avec la technologie, puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous prévenez pas seulement l'alcool, vous prévenez aussi au niveau des drogues, etc. Oui, alors effectivement, Stéphanie, drogue en milieu de travail, effectivement. Donc, on est justement un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail. Je suis formatrice pour l'entreprise et ce sont les employeurs qui ont recours à nos services pour justement s'assurer d'un milieu de travail sécuritaire. Ça veut dire quoi? Bien, s'assurer justement que leurs employés ne sont pas sous l'influence d'une substance lorsqu'ils vont travailler. Substance étant drogue, alcool, médicaments tablettes, médicaments en vente libre. Alors, tout ça, justement, pour s'assurer d'un volet sécuritaire au travail. Mais quel contrôle ils peuvent avoir là-dessus? Ils ne font pas souffler tous les employés dans le petit test d'alcoolémie? Non, effectivement, ils ne feront pas souffler tous les employés. C'est la prévention. C'est la façon dont ils doivent procéder pour être légal. C'est qu'ils doivent d'abord et avant tout avoir une bonne politique tolérance zéro qui établit clairement c'est quoi que l'employeur s'attend de ses employés. Donc, tout ça est vraiment bien détaillé. Chez Alco Prévention, moi, je rédige les politiques pour les entreprises. Et suite à l'adoption de cette politique-là, je forme les gestionnaires dans un premier temps
pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, justement. C'est une excellente question. Légalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, jusqu'où ils peuvent aller, puis qui qu'on peut tester, puis qui qu'on peut pas tester dans une entreprise. Comment voir aussi si, il me semble que tu es buzzé maintenant. Le détecter à l'œil. Tout à fait. Donc, justement, avec un tableau des signes observables, des principales substances rencontrées en milieu de travail, ensuite à ça, sont en mesure de savoir que l'employé qu'ils ont devant eux, oups, je pense qu'il est sous l'effet du cannabis. Mais des fois aussi, c'est pas juste une question de sécurité au travail, mais c'est aussi une question d'assurance. Quand on est sur un groupe, un plan d'assurance, on est camionneur ou quoi que ce soit, là, il y a vraiment, là, c'est l'employé est averti, avisé, puis il n'y a pas de retour en arrière. S'il y a vraiment consommation, qu'on vient qu'à diagnostiquer, vous avez été prévenu, c'est terminé. C'est pour protéger l'entrepreneur, pour protéger ses clients, ses distributeurs, l'entreprise aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme je vous disais, c'est d'avoir une bonne politique tolérance zéro, connue et sue des employés, et après ça, appliquée, comme tu l'as dit, Stéphanie, de façon uniforme pour tout le monde. On applique notre politique. Maintenant, on peut tester certains corps d'emploi. Ce sont des emplois qui sont à risque. Comment on fait pour tester? C'est pas n'importe où. C'est quand on doit opérer de la machinerie lourde ou des trucs comme ça. Tout à fait. Sécurité, etc. Tout à fait. Écoutez, là, on a plusieurs façons de détecter l'alcool qu'on a probablement déjà vu à la SAQ, entre autres. Ça, on le voit à la SAQ, on le voit au Jean Coutu. C'est une version qu'on trimballe dans son sac à main. Je connaissais même pas ça, moi. Moi, je l'ai déjà vu à la SAQ. Et puis, dans le fond, c'est un sel chimique. On souffle à l'intérieur et puis, selon la couleur que ça nous donne notre pointage d'alcoolémie. Exactement, exactement. C'est fiable, ces trucs-là? Bien, écoutez, juste pour vous donner une idée, au niveau de la fiabilité, on fournit l'armée américaine. Wow, OK. Donc, l'armée américaine. Juste avec des tubes comme ça, exactement. Et puis au niveau de ces... OK, ça, c'est un petit peu plus poussé. Ça, c'est un petit peu plus poussé, mais c'est quand même des trucs personnels qu'on peut s'acheter. Moi, je me souviens, il y avait une maison que dans un party de famille, à un moment donné, il avait amené ça. C'était la loi venait de passer. Écoute, je dévoile mon âge. Mais, et puis, il avait amené ça, et puis il testait tout le monde. Là, il y avait un bidule comme ça. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est monsieur, madame, tout le monde peut se procurer ça. C'est vrai que ça peut être bien quand on organise un party dans le temps des fêtes ou peu importe, d'avoir la machine à la maison. Parce qu'on est tenu par la loi de ne pas laisser partir quelqu'un qui est trop pacté. Autant pour on dit pacté, mais qui est sous l'effet de l'influence. Donc, si on a des invités à la maison, puis ils sont trop sous, puis qu'ils viennent qu'avoir un accident ou quoi que ce soit, on pourrait être partiellement responsable aussi. Écoutez, ça, je pourrais pas vous dire au niveau de la loi pour l'individu comme tel, mais je peux vous dire que pour les tenanciers de bar, c'est tout à leur avantage d'avoir un appareil. Parce qu'on a aussi, oui, les détecteurs, comme vous voyez ici, électroniques, pour vous et moi qui désirent se tester, pas juste quand on a un party, mais quand on est à la maison, puis on reçoit notre famille, par exemple. Donc, des fois, la bouteille de vin, elle descend vite avec le souper. Tout à fait. On Donc, s'en rend pas compte. Là. Tout à fait. Donc, oui, mais pour l'individu qui pourrait être poursuivi individuellement d'avoir laissé partir, admettons, sa belle-sœur, ça, je ne penserais pas. Mais quand même, c'est une conscience sociale que de ne pas le laisser partir quand même. Là, avec la nouvelle législation qui va entrer en vigueur au 1er juillet, c'est encore nébuleux, toutes les lois, mais vous avez ce bidule-là ici qui teste 6 sortes de drogues. Donc, ça, c'est le genre de truc que les corps policiers pourraient utiliser, et puis les particuliers aussi, pour tester. Expliquez-nous, un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est pas compliqué. Encore une fois, les employeurs vont se les procurer chez nous, chez Alco Prévention. Donc, on a ici, si vous voyez, on a un contrôle de chaque côté et on a en dessous des contrôles 3 types de drogues. Exactement. Donc, méthamphétamine, THC, qui est tétrahydrocannabinol, donc le cannabis. Exactement. Cocaïne, amphétamine, opiacés et phéncyclidine. Donc, c'est les 6 principales drogues susceptibles d'être rencontrées en milieu de travail. Donc, c'est très simple, un petit peu genre test de grossesse, mais c'est un test salivaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on racle la joue 15 fois de chaque côté. On racle la langue sur le dessus. Sur le dessous, on place le bâtonnet en dessous de la langue pour ramasser suffisamment de salive. Vraiment. Exactement. 30 secondes à peu près. L'intérieur de la joue, c'est parce que vous disiez que c'est là que ça s'accumule dans la salive. Exactement. Donc, la substance consommée va s'accumuler à l'intérieur de la bouche. Puis encore une fois, ça, c'est disponible chez Alco. Alco Prévention seulement. Alco Prévention seulement, si vous êtes exclusif. Donc, avez-vous des négociations qui s'en viennent avec les corps policiers, notamment la Sûreté du Québec, les corps de police locaux aussi? Exactement. Donc, on a notre maison mère, justement, là, qui travaille sur un autre type de test. Un petit peu plus précis. Oui, exactement. Donc, reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec ça.
mais effectivement, on est en processus, tout à fait. Puis si on veut rejoindre Alco Prévention Canada, vous avez un site Internet. Tout à fait. Alcoprévention.com. Oui, exactement. Voilà. Et puis, un gros merci. Passez un Merci super beau beaucoup. temps des fêtes parce que là, c'est le temps, là, il Il y a reste du encore travail 6 pendant le mois temps des avec fêtes. les drogues qui s'en viennent sur le marché. Là, je pense que c'est vraiment une bonne idée que vous ayez sorti ce truc-là. Et puis, pour plus d'informations, alcoprévention.com. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Amélie. Ça fait plaisir. Des contrôles routiers marqués par la loi sur le cannabis. Alors qu'on attend l'adoption du projet de loi final sur la légalisation du cannabis, une dizaine de corps policiers ont lancé l'opération Vaccin, acronyme pour vérification accrue de la capacité de conduire, intervention nationale, en déployant un impressionnant barrage routier sur le boulevard Daniel Johnson dans la soirée du 30 novembre. Une vingtaine d'autopatrouilles et 2 postes de commandement étaient placés au nord du boulevard Saint-Martin, gyrophares allumés. Aucune arrestation n'a été effectuée parmi les 1730 véhicules interceptés entre 17h15 et 20h15. Le territoire lavallois devrait connaître entre 5 et 10 contrôles routiers ciblés pendant le prochain mois. Au Québec, 1500 arrestations avaient eu lieu durant l'opération Vaccin l'an dernier. Notons aussi que depuis janvier, la Sûreté du Québec a procédé à 1000 arrestations pour la conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Rappelons que les policiers utilisent différentes techniques et outils pour détecter les conducteurs fautifs. Durant l'opération, les policiers distribueront des autocollants électrostatiques que les conducteurs pourront apposer dans leur vitre de leur véhicule. Le visuel de la campagne précise que de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue, ou une combinaison des deux, est un acte criminel aux conséquences graves, autant pour les conducteurs que les victimes potentielles. Globalement, depuis 40 ans, le bilan routier s'améliore constamment, de confier Patrick Després, lieutenant à la direction de la sécurité routière de la Sûreté du Québec. Pourtant, la conduite avec facultés affaiblies demeure la principale cause de collisions mortelles. De 2011 à 2015, nous avons eu 140 décès et 2100 accidents avec blessés graves. De notre côté, nous participons à l'opération pour intervenir auprès des véhicules lourds, autobus et taxis, de souligner Marie-Josée Michaud, porte-parole de Contrôle routier Québec. Nous sommes habilités à détecter l'alcool et la drogue partout sur le réseau routier. Nous devons simplement remettre ensuite la personne à la police. On a l'occasion de le recevoir encore une fois cette année, Louis-Philippe Lemay, qui est coordonnateur d'Opération Nez Rouge Laval-Basse-Laurentide. C'est devenu un classique du temps des fêtes, Louis-Philippe, et c'est d'ailleurs cette année le thème de cette campagne, de cette 34e édition. Oui, exact. Bien, c'est le message qu'on veut véhiculer. C'est devenu une tradition, autant pour les bénévoles qui, chaque année, ça fait partie de leur temps des fêtes, de venir s'impliquer à l'Opération Nez Rouge, de venir passer une soirée de plaisir à l'Opération Nez Rouge, comme c'est devenu aussi une tradition pour des nombreux clients d'appeler le service de l'Opération Nez Rouge pour profiter à fond de leur temps des fêtes. Pour les bénévoles, c'est quasiment comme une soirée de party, là. Il y a plein d'anecdotes qui vont découler de ça. Ben, moi, c'est ce que je dis. Nez Rouge est d'accord? Hey, on a l'honneur de recevoir Ouais, Nez Rouge quand aussi. même. Je suis vraiment excitée. Fallait pas j'oublie, désolé, j'ai oublié les présentations. Ben Nez oui, Rouge. franchement. Hey, garde, excuse-moi, c'est en plus, c'est toi la vedette. Grâce à toi, si on peut nous raccompagner chez nous. Depuis 34 ans. Depuis 34 ans d'ailleurs. Vieillit pas, il prend pas une ride. Non, toujours. il est assez intact, exact. Mais Opération Nez Rouge, c'est non seulement une tradition, mais en plus, c'est presque devenu une nécessité. Là. Ouais, Les mais- gens s'en vont dans les parties puis ils savent qu'ils vont appeler Nez Rouge. Exact, mais je vais revenir sur ce que tu disais tantôt. Pour les gens, c'est comme un party d'aller faire Nez Oui. Rouge. Mais moi, c'est le message que je véhicule à tout le monde parce que, tu sais, maintenant, quand on parle de bénévolat, des fois, ça fait peur. On veut pas du bénévolat. Je vais aller donner de mon temps. Mais tu vas payer 20 $, tu vas aller faire de l'escalade avec tes amis pendant une soirée, mais tu peux venir à Opération Nez Rouge, c'est gratuit, puis tu vas avoir du plaisir. Les gens, ils trippent Ouais. à Opération Puis Nez tu Rouge, rends vraiment, service en littéralement. plus. Exact, puis tu rends service. Et je regardais des statistiques récentes en disant qu'il y a 93 des gens qui ont une opinion favorable d'Opération Nez Rouge, qui ont utilisé les services, et si je ne m'abuse, et qui ont aimé ça. Là, Ben, le taux de notoriété sur le sondage, 98. 98. Exact. 98. Ouais. Si on demande aux gens là, dans la rue, est-ce que vous êtes favorable à l'Opération Nez Rouge, qu'à 98-99 tout le monde n'a rien de négatif à dire. C'est ça. Et pour l'avoir déjà fait, c'est toujours des belles soirées de raccompagnement et avoir utilisé le service inverse aussi, c'est-à-dire de me faire accompagner. Les gens sont toujours très respectueux, super aussi serviables finalement. Donc, moi, je ne dis que du bon d'Opération Nez Rouge. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les fonds amassés
ça va à des organismes, à des fondations parfois, dans des localités comme ici à Laval, par exemple. Exact, à des organismes dédiés au sport ou à la jeunesse au sport amateur ou à la jeunesse. Comme à Laval, on a un programme de bourse qu'on crée avec les fonds de l'Opération Nez Rouge, puis on les remet dans le cadre du Gala Sport Laval. L'année dernière, on a remis plus de 45 000 $ en bourse à des athlètes de la région. Et quand on parle de fonds, là, c'est un service gratuit. On s'entend, c'est juste qu'on donne. Exact, c'est une contribution volontaire. Les clients qui appellent l'Opération Nez Rouge, c'est gratuit, puis on demande une contribution volontaire qui n'est pas obligatoire. Si on a envie d'être bénévole, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez envie d'être bénévole, opérationnezrouge.com, il y a un formulaire d'inscription à remplir. Vous pouvez le remplir en ligne, vous pouvez le remplir physiquement, puis vous nous le retournez avec une copie comme quoi il est signé. Et ici, secteur Laval-Basse-Laurentide, comment ça se passe, l'Opération Nez Rouge? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients? Est-ce qu'on voit qu'il y a les gens, justement, la conscientisation, la sensibilisation fait en sorte que davantage d'usagers d'année en année? Comment on peut dresser le portrait? En fait, le téléphone ne dérougit pas à Laval. Surtout avec un numéro comme celui-là, qui est fantastique. 514-Mont-Carenton. Oui, pour la région, là, notre numéro de téléphone, qui est une gracieuseté de 6 Télécom, 514-Mont-Carenton, pour nous rejoindre. Bien, comment ça se passe? C'est sûr, on a beaucoup de bénévoles, mais on en veut toujours plus. On en a il y a tellement d'appels. Ouais. Si on veut répondre à la demande, on demande aux gens de s'impliquer à fond, mais ça se passe bien, puis l'ambiance est bonne. Puis on est situé au Cosmodome, c'est assez central, c'est facile pour les gens de la région. Avez-vous plus de mal à avoir des bénévoles pour la soirée de Noël, le réveillon de Noël en tant que tel? 31 décembre c'est pas aussi, un problème? Oui, 31 décembre, effectivement. En fait, on n'a jamais de difficulté à aller chercher des bénévoles. Il y a toujours beaucoup de bénévoles, mais on en voudrait toujours plus, c'est sûr. C'est des bonnes soirées à occuper. Je voulais aussi parler de l'application. Parce que vous êtes 2.0 également. Les gens peuvent vous appeler au numéro de téléphone, mais l'application aussi est fort intéressante pour un usager aussi. Oui, puis il y a une nouveauté cette année. Les gens peuvent se mettre une alerte sur l'application Nez Rouge, en fait, pour se rappeler d'appeler l'Opération Nez Rouge pendant leur soirée, si jamais, peu importe comment se passe leur soirée. Ils peuvent se mettre une alerte, puis là, l'Opération Nez Rouge va vous envoyer une petite notification. C'est une deux soirées quand tu ne te rappelles pas que tu peux appeler Exact. Puis tu peux aussi avoir le temps d'attente approximatif pour les régions importantes. Et carrément faire aussi ta demande, c'est-à-dire qu'on peut rentrer par l'application, puis vous, est-ce que vous, à la centrale ou au Cosmodome, est-ce que vous pouvez recevoir les avis des gens qui veulent... Non, il faut appeler le service. OK, il faut appeler le service, OK. Il faut appeler le service, mais sur l'application, on peut voir le temps d'attente, le numéro de téléphone pour chaque région. Donc, on peut peser sur le bouton directement par l'application et appeler le service local ou régional. J'ai dans mes notes, la première soirée de raccompagnement, c'était le 13 décembre 1984. 1984, exact. À ce moment-là, on ne devait pas se douter de l'ampleur que ça allait prendre. Et c'est partout au Canada maintenant. Il y en a partout. Il y a plus de 100 organisations cette année au Canada. Puis chaque année, on parlait de sommes qui sont amassées pour le sport amateur ou la jeunesse. C'est entre 1 200 000 et 1 300 000 qui est remis à l'échelle du Canada. Est-ce que tu as du raccompagnement, Louis? Oui, c'est sûr. J'aime aller en faire durant la campagne, absolument. Ça change les idées, puis c'est plaisant. Il nous reste combien de temps? Il nous reste quelques secondes. Je me disais, as-tu une anecdote drôle à nous raconter? Qui se dit, qui se raconte? Qui se raconte à la télé? J'imagine qu'elle était un petit peu longue, mais mon premier... Les rouges, déjà, il y en a quelques-unes aussi, je pense. Oui, s'il pouvait parler, lui, là. Des anecdotes, il y en a tout plein. Mon premier accompagnement que j'ai fait, je ne raconterai pas l'histoire au complet, c'est assez long, mais un don de 200 $. Wow! Mon premier accompagnement. C'est vrai, le monde sont généreux quand ils sont en état d'ébriété. Et pour avoir déjà fait, disons, incarné Nez Rouge, c'est une rockstar. On te saute dessus quand t'es dans Nez Rouge. Nez Rouge est... Oui, mais lui, c'est le vrai, par exemple. Lui, c'est le vrai, c'est ça. Moi, c'est parce que là, il peut pas être partout en même temps. Déguisé. J'étais déguisé, c'est ça. Mais pour l'avoir déjà intégré, là, je peux te dire une chose, c'est qu'effectivement, c'est comme une rockstar. On te saute dessus quand... Puis il sera partout durant le temps des fêtes, dans vos parties de bureau, dans les bars de la région. Vous allez pouvoir le croiser, j'en suis certain. Merci Nez Rouge, merci Louis-Philippe. Merci. Un petit câlin avant de finir. Est-ce qu'on peut faire un câlin? Oh, oui! Est-ce que je peux faire un câlin? Je vous laisse. Depuis 1 an déjà, la compagnie et l'école de danse Eddie Toussaint s'est installée à Laval, sur le boulevard Saint-Martin-Ouest. C'est ça, on reçoit Eddie Toussaint en personne, le propriétaire de la compagnie, et également Timothée Tompkins, maître de ballet. Voilà. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Bonjour. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre décision de revenir à Laval? À Laval, pour 2 raisons simples. C'est que je pense que Montréal est surchargé de compagnies de danse, alors qu'à Laval,
il y a quelques efforts qui sont faits au niveau de la danse, mais il n'y a pas de compagnie professionnelle. Et je pense qu'il est temps d'élargir un petit peu, n'est-ce pas, surtout pour la population. On a tellement de jeunes maintenant qui font de la danse. Je pense que c'est bien que Laval ait sa propre compagnie professionnelle. Il y en a peut-être qui vont dire qu'il est bien osé, mais dans la vie, il faut oser, hein, parce que sinon, on ne fait rien. Voilà. Il y a beaucoup de talent à Laval? Beaucoup de talent. Et Beaucoup, puis, beaucoup vous de étiez talent. la location auparavant, vous étiez dans quel secteur? Alors, vous savez, ma compagnie, c'est pas d'hier. J'ai 71 Non, ça fait un petit bout de temps. Alors, on va faire un petit recap de où est-ce que ça vient tout ça. La grande compagnie, le Ballet de Montréal, Édith Toussaint, était sur 551 Montréal, qui était en plein cœur de l'action. Bon, voilà. Et je suis parti aux États-Unis pendant États-Unis, Russie et Tchécoslovaquie. Je suis parti pendant 26 ans. OK. Et j'ai commencé à revenir, à donner un petit spectacle au monument national. On a fait la vie du chevalier de Saint-Georges, n'est-ce pas, et tout ça, en 2010. Et depuis, j'ai eu la piqûre de revenir tranquillement au Québec. La neige vous manquait. C'est ça, c'est la neige. Vous allez rire, mais c'est vrai. Ah oui, bon, mais je suis le seul Haïtien qui peut vous dire qu'il déteste l'été et qui aime l'hiver. Oh my God! OK, c'est spécial. Un peu spécial, hein? Et puis, M. Tompkins, votre implication au niveau de la compagnie, ça se résume en quoi? On dit maître de ballet, mais c'est pas votre seule fonction. Non, c'est pas ma seule fonction. Je suis aussi directeur aussi de l'école, école de danse et tout ça, et en temps partiel. Et à l'autre temps plein, je suis danseur professionnel. OK. Donc, vous dansez avec les chiffres et vous dansez avec les horaires. C'est ça. Voilà. Beaucoup de chapeaux. Beaucoup de chapeaux. C'est quoi votre expérience qui vous a le plus marqué? Dans quel pays ou quelle production? Oh mon Dieu, il y en a. Ben, je ne sais pas pour toi, mais la plus belle expérience que j'ai eue, peut-être Nourieff. Je dois avouer que quand j'ai eu l'honneur de recevoir l'un des plus grands danseurs au monde, qui est Rudolf Nureyev, qui est mort malheureusement après qu'il ait dirigé l'Opéra de Paris. Quand vous dites venu danser chez nous au Festival de la Naudière, c'est pas d'hier, ça. C'est pas d'hier, mais c'est encore en vigueur, ça existe encore. Exactement, le père Lindsay, je me rappelle encore. C'est un grand moment de ma carrière. Wow. Et aussi, je dois avouer, à l'ouverture de l'Opéra de Moscou, le nouvel opéra de Moscou, ils ont dansé, deux danseurs du Bolchoï ont dansé Bonjour Brel, qui a été une de mes chorégraphies fétiches dans le temps. Je dois vous avouer que j'étais fier de monter sur le podium et de dire que je venais du Québec, mais d'Haïti. Merci de bien nous Oh, oui, c'est ça. Deux drapeaux, là. Voilà. Et vous, Timothée? Sur mon expérience dans la danse représentation, je crois que c'était au concours en Roumanie en 2010. C'était quelque chose qui m'a intimidé un peu. Je n'étais pas aussi dans le bon âge idéal. Ils recrutent plus des personnes plus jeunes. Et j'étais à la limite de plus âgé. Et il a gagné. Donc, Il a gagné. dans ma tête, j'ai pensé... L'expérience à remporter. Et voilà. je vais le faire, je vais prendre le risque, je vais faire le concours et heureusement, on a gagné. C'est quand environ l'âge de la retraite, excuse-moi, Ouais. Stéphanie? Là, à présent, on ne sait plus quoi dire. Je vais vous dire pourquoi. D'habitude, à 42 ans, c'est fini. Garçons et filles. Mais depuis l'avènement de la glucosamine, on peut faire 2-3 ans de plus. Voilà. C'est Et ça. surtout que dernièrement, pas Calafratti, l'autre, comment elle s'appelle, l'italienne, là, Alessandro Ferri. Alessandra Ah, Ferri, mais oui. qui avait à danser Roméo et Juliette l'été dernier à 60 ans. Wow. Je vous jure, elle avait l'air de 14 ans, parce que c'est l'âge de Juliette, 14-15 Mais il y a une ans. grâce aussi dans le Dieu, ballet, c'est hein? Incroyable. Incroyable. Alors ça on peut plus dire l'âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une équation. Travail, sacrifice, résultat. C'est tout. Et parlant de travail, ça fait combien de temps que vous vous êtes réunis vos forces ensemble et vous avez dit, hey, écoute, on a une belle rencontre, on a une bonne chimie, on va travailler ensemble avec la résurrection de l'école? 11-12 ans maintenant. 11-12 ans maintenant. Ouais. Et puis vous nous disiez aussi que vous aviez arrêté pendant un certain temps, parce que vous étiez à l'étranger, beaucoup de tournées, etc. Oui, mais j'ai été extrêmement souffrant, ça je peux le dire. Et je tiens à le féliciter parce qu'il est arrivé ici, il ne parlait pas français. Wow.
Et je suis tombé malade tout de suite pendant 2 ans. Et c'est lui qui a tout pris en main, ouvrir l'école à Laval, les murs. On a eu des histoires invraisemblables. Mais un autre jour, on vous racontera. Oui, mais on a tenu le coup. Est-ce Voilà. que l'école est ouverte à monsieur, madame, tout le monde? Tout le Moi, monde. si je voulais aller Tout le suivre des monde. cours... Absolument. Avec moi. Il n'y a pas de En limite ballet d'âge. jazz. Mais la base de tout, c'est le ballet. Donc, Absolument, si on veut oui, faire absolument. toutes les danses, on doit commencer avec le ballet. Oui. Non, c'est-à-dire, pour les jeunes, oui. Oui, Ça, peut-être pas c'est à mon âge. Pour la mais discipline. hein. pour les adultes, nous avons des cours qui ont une espèce de familiarisation à la danse et tout ça. Et on a hip-hop, on a jazz, on a tout ça. On a même du folklore haïtien. Et ça, je suis content. Ah oui, ça, on est très content. OK. Il manque que la gigue carrée encore, je l'ai Il pas manque encore. le 7 Mais là, carrés. carré. avec l'hiver, le retour au Québec, il faut ça, là, les ceintures fléchées, puis aller. Là. Il J'adore reste ça. peu de temps, mais je suis curieuse. Je sais que c'est peut-être pas Montréal ou le Canada en général. On n'a peut-être pas une super culture de la danse ou du ballet. Ça serait quoi? À quel pays que vous trouviez là, que le ballet, c'était le plus noble, le plus respecté, le plus populaire? La Russie. La Russie. La Russie. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas de surprise, là. C'est la Non. Russie. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que la méthode qu'on utilise chez nous est la méthode Vaganova, qui est la méthode qui a formé Nouriev, Makarova, Baryshnikov. Tous les grands noms de la danse ont été formés avec cette méthode. Nous, on n'a pas de prétention de réinventer la danse, absolument pas. On a un syllabus d'une méthode. On fait partie d'ailleurs on est la seule école qui fait partie de l'association de Russian Society. Pourquoi? Parce que je crois à cette méthode. J'ai formé des danseurs dans le temps, Ading Bissonnette, Louis Robitaille, tous ces gens-là, avec cette méthode. Et je ne vois pas pourquoi que je commencerais à changer quoi que ce soit. Ça va bien, c'est une garantie. Donc, Quand ça fonctionne, absolument, ça fonctionne. Et le point important aussi, pour savoir avec mon école, c'est que nous, oui, on peut faire de la récréation. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même donner à l'enfant une formation qui lui permet plus tard de choisir par lui-même s'il veut faire professionnel ou Tout à fait. Autre chose. arrêter. Voilà. Parfait. Alors que malheureusement au Québec, cette formation n'est pas complète. Et l'enfant à 16 ans a le choix, le plus souvent, soit d'aller faire de la danse moderne ou d'aller à Las Vegas. Mais non, on a de très bonnes compagnies de ballet au monde qui payent très, très bien. C'est un métier respecté partout ailleurs. Et je pense qu'il me reste 10 bonnes années avant d'être gaga. Alors, je vais essayer de ramener ça encore. Non, c'est vrai, parce que le ballet, évidemment, des gens de mon âge, on est intéressés à investir, oui, mais dans quelque chose qu'on aime, comme le ballet. Tout à fait. La danse contemporaine est magnifique, je le répète, mais c'est pas pour moi ça. Moi, c'est le ballet, les pointes et tout ça que j'aime. Et évidemment, je le redis, ça paye plus qu'une compagnie contemporaine, c'est sûr. Monsieur Toussaint, Monsieur Tompkins, merci beaucoup Merci à vous beaucoup. deux. Oui. Donc, Plaisir. l'école de danse Eddie Toussaint. On a à oublié Laval. de dire une chose. Oui. C'est qu'on présente pour la première fois à Laval le Casse-Noisette. Oh, le classique. Le Quelle date déjà? classique, le 20 décembre À quel endroit? au Collège Laval, à 7h30, et le 21 et 22 à Leonardo da Vinci à Montréal. Ben, c'est Comme un on Ah, dit. rendez-vous. merci beaucoup. C'est un Voilà. rendez-vous. Merci beaucoup. 880 000 pour les services de psychologie aux jeunes en difficulté. Un investissement de 880 000 permettra l'ajout de 6 postes de psychologues jeunesse ainsi que d'autres professionnels afin de compléter les équipes multidisciplinaires jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Laval. Cette mesure rehaussera les services de psychologie destinés aux jeunes en difficulté. Parmi les objectifs principaux, on vise à diminuer de nombreux délais pour l'accès, notamment à une évaluation psychologique pour la clientèle jeunesse, à un premier service de suivi psychologique, ainsi qu'à augmenter le taux de prise en charge des jeunes bénéficiant de ces services et contribuer au respect des ordonnances émises par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse pour les évaluations et suivis ordonnés en protection de la jeunesse. On veut également contribuer au respect du standard ministériel pour le traitement des demandes d'expertise
l'expertise psychosociale de la Cour supérieure en matière de garde d'enfants et permettent le développement de mesures compensatoires ou facilitantes afin d'assurer l'accès à des services psychologiques jeunesse. L'annonce officielle a été faite le 29 novembre par la voix du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, ainsi que par la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois. Cet investissement démontre l'importance que nous accordons aux enjeux de santé mentale, a ajouté la députée du comté de Mille-Îles et ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau. Cette semaine, Nicolas Vincent Poirier nous parle non pas d'un film, mais bien d'une série américaine, American Gods, d'après le roman du même nom de Neil Gaiman. Voilà, c'est diffusé depuis le 30 avril 2017 sur la chaîne Stars et sur Amazon Vidéo au Canada. Et toi, tu as regardé la série d'un trait, j'imagine. Tu t'es fait un binge-watching. Tu t'es fait un marathon. Ton chien n'a pas été sorti de la journée. Bien, c'est exactement ça qui était arrivé. C'est parce que moi, je fais énormément de montage. Je fais ça chez moi. Et puis là, à un moment donné, quand j'embarque dans une série, bien... C'est une drogue. Tout prend le bar. Tout prend... Ben, tu sais, je fais du montage, puis là, il y a un autre écran, puis j'écoute le show. Ça fait que j'ai été capable de passer au travers en... Je vais dire une journée à peu près. C'est 9 épisodes, 1 heure? 9 épisodes d'environ une cinquantaine de minutes. OK. Tu sais, Stéphanie, c'est pour ça que je regarde pas beaucoup de séries, parce que je deviens accro tellement vite. Puis là, je fais plus rien, mais ma vie, c'est juste regarder la série. Moi, très handicapant. Ça m'en prend beaucoup pour accrocher sur une série, mais quand t'accroches. Tu sais, on parle souvent de séries de Netflix. Bon, presque tout le monde a Netflix. On parle pas tant que ça des séries de Amazon. C'est pas une série exclusive Amazon, parce que ça a commencé à la télé, American Gods, mais tout de suite après la diffusion télé, c'est en exclusivité sur Amazon. Je savais même pas que ça existait. Ça, je me sens Amazon, ridicule. c'est sur une plateforme payante comme Netflix aussi? Exactement. Amazon, le site où on achète, on achète tout sur Amazon. Bien, maintenant, ils ont un service vidéo. Quand on est abonné au Prime, là, on a accès aux vidéos et ça donne accès à toute leur bibliothèque vidéo, dont cette... American Gods. Exclusivement sur Amazon Vidéo pour le Canada. OK. Oui. Et l'histoire, dans le fond, c'est un personnage qui s'appelle Shadow Moon qui sort de prison. Il veut retourner voir sa femme, mais bon, sa femme est comme décédée très peu de temps avant qu'il sorte de prison. Donc, il est dévasté, il ne sait pas quoi faire. Et là, tout à coup, il embarque avec... Il y a comme un étranger qui lui dit « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la vie courante. » Et là, ce gars-là va découvrir qu'il y a comme une espèce de monde fantastique parallèle qui existe parce que dans cette histoire-là, tous les dieux existent. Un peu comme les dieux grecs. Exactement. Tous les dieux existent et le but, il y a comme une guerre qui se prépare pour... parce que si on ne croit plus aux dieux, que ce soit le Vulcain, le dieu du... c'est quoi? C'est des volcans ou du feu? Ou... un truc comme ça. Là. Ben, tu sais, bon, comme Vulcain, lui, il s'est recyclé. Plus personne croit, tu sais, va vénérer des volcans. Parfait, ben ils vont sûrement vénérer des armes à feu. Ça fait que les dieux se recyclent. Changent de vocation dans quelque chose que les gens vont continuer à les vénérer sans nécessairement le savoir. Il y a comme une déesse de la technologie aussi. L'argent, peut-être, ou pas nécessairement? L'argent, pas encore, mais il y a une saison 2 qui va arriver, donc peut-être que là, ça va arriver. Donc, tous ces dieux-là, autant les anciens dieux que des nouveaux, comme le dieu de la technologie, mettons, eh bien, ils se battent pour, justement, pour se faire vénérer. Puis le dieu de la technologie, c'était le dieu de la roue au départ. C'est la première grosse technologie qui est sortie. Ouais. Ça, je m'en rappelle plus si c'est mentionné. OK. Mais c'est ça. Donc, on embarque dans un monde fantastique. Puis Neil Gaiman, justement, c'est lui qui a écrit l'histoire Stardust, qui a été transformée en film en 2007, les comics Sandman. Donc, ce qu'il fait, c'est, pour la plupart du temps, fantastique. Et ça, c'est excellent. Moi, ça me prend du temps accroché dans une série. Breaking Bad, je pense que ça m'a pris 2 ou 3 saisons. Breaking Bad, c'est pas évident. Moi Ça aussi, prend 3-4 épisodes faciles avant d'entrer dans le moule. Même plus. Oui. Hein? Mais facile. Mais celle-là, ça a été rapide. Hein? Oui. Mais il me semble fantastique, ça n'a pas l'air ton genre en plus, donc je suis très moi, je impressionnée. suis ouvert à tout. C'est l'histoire derrière ça. C'est qu'on ne suit pas uniquement Shadow Moon, mais souvent, au début des épisodes, on nous raconte l'histoire de différents
différents dieux qui n'ont pas nécessairement rapport dans la première saison. Donc, je présume qu'il va y avoir un Là, il y a lien. tous les dieux de toutes les religions. Parce que j'ai vu un extrait, il y avait Jésus, ben, pas vraiment un dieu, mais un prophète. Est-ce qu'on voit les prophètes, les dieux de plein de religions? On voit pas, non, on les voit pas tous. On en voit un petit peu. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est basé sur un roman. C'est pas basé sur une série de romans comme Game of Thrones où là, on peut vraiment développer. Puis le sans roman est arrêt. sorti quand même en 2001, donc avant Oui. la technologie de poche qu'on a depuis 2007. Donc, d'avoir des C'est ça. cellulaires intelligents avec... Donc, tout ce il n'y a qui pas vient nécessairement une critique des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, puisque ça Ben, n'existait pas à ce moment-là. C'est sûr qu'ils ont rechangé quelques petites Ouais. choses parce que ça fait Format. depuis 2011 que cette idée-là était comme en développement de faire une série avec ça. T'sais, au départ, c'était pour HBO, et puis là, bon, finalement, ils ont retravaillé le scénario, puis ça s'est ramassé, bon, à Amazon. Mais c'est sûr que peut-être avec la saison 2, ou peut-être que si j'aurais lu le roman, peut-être que T'aurais embarqué l'histoire au différemment. complet, peut-être qu'il y a une certaine critique par rapport à ça, mais pour l'instant, je pense que la première saison, c'est vraiment comme une introduction. Moi, je souhaite vraiment qu'il y Une ait... carte de visite, là. Comment? C'est comme une carte de visite, là. C'est un beau On met la pamphlet, table. là, on Oui. met la table. là. Oui. Mais Et- j'ai lu dans les critiques, Nicolas, que c'était difficile à comprendre au début, qu'on pouvait être un peu perdu, mais un petit peu comme Shadow, en fait, qui découvre tout ça, puis il est perdu lui-même. Alors, c'est un peu normal que le téléspectateur Moi, soit mélangé. le seul moment où peut-être je peux imaginer que certaines personnes peuvent être un peu confuses, c'est qu'on explique l'histoire de certains dieux qui n'ont pas nécessairement rapport concrètement dans cette saison-ci. Donc là-dessus, on peut être mélangé. Pourquoi est-ce qu'on voit une intro de ce personnage-là pendant 15 minutes, puis On le perd. on le perd ou on le voit presque pas? Bien, sûrement qu'il y a un lien avec la deuxième saison. Et un des showrunners de cette série-là, c'est le même qui a fait la série Hannibal. Donc, le look ça, c'est est bon. très, très, très particulier. Donc, pour tous ceux qui aiment, ben, tu sais, tout ce qui est fantastique ces temps-ci, c'est tellement populaire. Vous allez aimer ça, c'est sûr. Puis toi, c'est quoi qui t'a accroché, là? Tu dis que d'habitude, t'es difficile, puis là, que t'as embarqué tout de suite à fond la caisse, C'est qu'est-ce qui t'a différent. accroché? Oui, c'est différent. absolument unique. On n'a jamais vu quelque chose C'est comme ça. différent. Le look, le type d'histoire, tu sais, bon, dans tout ce qui est fantastique, on y va comme à l'extrême. On embarque dans, tu sais, bon, Game of Thrones, on embarque dans un monde complètement parallèle, mais celui-ci, c'est notre réalité mélangée à d'autres choses qu'on n'a peut-être jamais remarquées. Et que tous les dieux soient là, et tu sais, c'est une guerre pour savoir lequel va être le plus vénéré, parce que c'est comme ça qu'ils ont leur pouvoir. Je trouve ça intéressant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, et c'est pour ça que c'est important de le mentionner, parce que, tu sais, c'est bien beau parler de tout ce qui se fait sur Netflix, mais il y a d'autres choses ailleurs. ben oui. Il y a d'autres choses ailleurs sur le web. Ah, Nicolas, en 30 secondes, je saute du coq à l'âne, mais la course aux Oscars. Je vais te le dire. La course aux Oscars tire à sa fin. Et puis là, j'ai entendu dire que Blade Runner, il commence à perdre des plumes Ben oui. un peu. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau financier, Au peut-être. niveau. Ben, parce Ouais. que c'est ça, ils n'ont pas Moins fait de les, retour. les recettes espérées, je crois, au box-office. Ben, le premier a été un flop, hein? Été un flop commercial, le premier. Après ça, il s'est Il est devenu rattrapé. film culte par la suite Film avec culte. les... Blade Runner, le 2, je pense que c'est la même chose. Et c'est pas parce qu'un film ne fait pas d'argent ou rapporte peu d'argent qu'il va pas se ramasser Dans à les gagner une classiques. tonne de prix aux Oscars. C'est ce qu'on c'est vrai. souhaite. Moi, je continue à dire que ça va gagner une tonne de prix, ce film. Parfait, bonne attitude. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Olivier Gouin arbitrera aux Jeux olympiques. Natif de Seine-Dorothée, Olivier Gouin arbitrera les joutes de hockey des prochains Jeux olympiques de Pyongyang qui auront lieu du 9 au 25 février 2018. L'athlète a été choisi par la Fédération internationale de hockey sur glace. Il a appris l'heureuse nouvelle quand Todd Anderson l'a appelé le 28 novembre. Olivier croyait en ses chances d'obtenir une place aux Jeux olympiques. Acteur essentiel des Olympiques, les hommes au chandail rayé nouent ainsi un lien particulier avec le grand maître du sport international. De la patinoire municipale, Aréna Samson devenue Martin Saint-Louis, au centre Kwangdong et Gangneung, Olivier vivra un rêve en Corée du Sud. D'ici les Jeux, il se verra plongé dans le livre des règlements. À quoi peut-il s'attendre? Le principal intéressé n'a aucune idée du calibre de jeu avec l'absence des meilleurs joueurs au monde. Olivier aimerait bien aller voir d'autres sports comme le ski acrobatique avec Michael Kingsbury, le hockey féminin et le patinage de vitesse. Il souhaite également vivre au village olympique et côtoyer les athlètes.
L'athlète de 26 ans en est à sa 6e saison comme arbitre dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Il a aussi de l'expérience dans la Ligue américaine. D'ailleurs, il a arbitré 2 parties à la Place Belle. Olivier Gouin a également œuvré à 2 reprises à la Super Série Canada-Russie. Il était aussi d'office à la finale de la Coupe Memorial en 2015-2016 à Reindeer, en Alberta. Sur la scène internationale, Gouin a notamment pris part au championnat mondial des 20 ans et moins l'an dernier en Allemagne. Mes salutations, nous avons un devoir de mémoire envers les bâtisseurs de Laval. André Brodeur fait partie d'un groupe qui a pour objectif de valoriser, de mettre en lumière ceux qui ont construit Laval. André, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Parle-moi un peu de cet organisme qui s'occupe de cet objectif. Bien, l'organisme existe depuis 3 ans maintenant. Et à chaque année, on a le mérite tout simplement d'honorer de grands bâtisseurs, des gens qui ont fait Laval ce qu'elle est aujourd'hui. Ça s'appelle Patrimoine Laval, je crois. Patrimoine Laval, c'est bien ça. Et qui a eu l'idée en premier de faire... C'est un monsieur Guy Cyr, un grand bénévole qui passe énormément de temps, je dirais, à rechercher les gens qu'on doit honorer à chaque année. Et le président, maintenant, c'est? Monsieur Lagroix, oui, Richard Lagroix, qui est une autre personne qui est impliquée à Laval depuis bien des années. Maintenant, cette année, vous avez honoré plusieurs bâtisseurs, quand même, des gens qui se sont démarqués quand même dans les Jésus depuis longtemps, quoi. Cette année, on a honoré 6 personnes. 6 personnes? 6 personnes, dont 2 à titre posthume. Oui. La première, c'est Mme Thérèse Pénard-Pilon. Ah, elle a fait beaucoup, elle. Énormément pour le côté musical. Et pourquoi exactement? Elle est cofondatrice, en fait, de l'Orchestre symphonique de Laval. L'Orchestre symphonique de Laval. Elle n'était pas seule quand même, mais elle a été quand même une grande bénévole avec M. Dudomaine, avec Mme Gendron. C'est ça, M. Bertrand Dudomaine. En 1985, je crois. Là, l'année comme ça, oui, mais c'est... Tu étais très jeune quand même à cette époque-là. Alors, Mme Pilon a fait beaucoup. Ensuite... La deuxième, c'est M. Guy Ménard. Guy Ménard, qui est un ex-cadre de Ville de Laval, qui s'est occupé des échanges Laval-France. Oui. Et la dictée lavalloise aussi. La dictée lavalloise qui existe depuis 26 ans. Avec le Club Richelieu. Avec le Club Richelieu. C'est bien ça. Alors, c'est un grand bénévole, puis il a fait beaucoup. La dictée lavalloise, c'est une activité ludique quand même depuis 25 ans. C'est important. Il est très encore impliqué, en fait, dans l'échange Laval-France. Oui. On a aussi M. Lagroix, Gilles Lagroix, qui est Gilles Lacroix. Monsieur agricole. À Lacroix. Lacroix. C'est ça, pas Lagroix, Lacroix. C'est bien ça, t'as raison. Gilles Lacroix, c'est un agriculteur. C'est bien. C'est un agriculteur de Laval qui est impliqué dans le zonage agricole durant des années. Et on peut dire en réalité qu'il a mis sa petite idée, en fait, dans l'aspect agricole, lui-même étant un cultivateur. Et s'est occupé de regrouper les cultivateurs de Laval, je crois, pour avoir une association quand même qui tient, puis protéger le secteur agricole. Justement. Pour protéger nos belles terres. C'est ça. Grâce à lui. Ah, c'est un grand, oui. On a aussi M. Lavoie, M. Rodolphe Lavoie, qui est un ex-maire de Saint-Vincent-de-Paul. Qui, grâce à lui, on a aujourd'hui, en fait... le Centre de la nature. Le Centre de la nature. Oui. Je ne sais pas s'il n'aurait pas été là, je ne sais pas si on aurait un centre aussi joli, aussi, je te dirais, visité par à peu près les gens de Laval et aussi de Montréal. D'abord, un grand maire à Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez qu'à l'époque, Saint-Vincent-de-Paul n'avait pas beaucoup de population. Mais Rodolphe Lavoie parcourait toute sa ville à peu près au moins 2 fois par semaine. S'il y avait une tempête de neige, immédiatement après la tempête, on enlevait la neige dans les entrées. Il s'impliquait et puis on lui doit vraiment le Centre de la nature qui a réussi à négocier avec les frères Maris, le Centre de la nature. Grâce à lui, on peut le féliciter, même si c'est à titre posthume, je pense je pense que c'est nécessaire de l'honorer, en fait. Ah oui, fantastique. Un grand maire et un grand bâtisseur. Un autre aussi, c'est notre sœur Mariette. Sœur Mariette. Moi, j'appellerais tout le temps la petite mère Teresa de Laval, même si ça ne veut pas se faire appeler mère Teresa. Mais je vous dirais qu'elle est tellement impliquée dans l'aide, dans la contribution au niveau des gens démunis,
que c'est vraiment fantastique de l'avoir honorée. Oui, elle a été missionnaire, elle a été à Haïti, je crois, en Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Puis ici, elle s'occupe de la popote. Popote, je dirais pas roulante, mais la popote au centre du partage Saint-Maxime. Oui. Une autre chose aussi, c'est qu'elle a été honorée, en fait, elle a eu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Ça, c'est un autre point quand même important, en fait, de vraiment là, souligner son importance. Alors, on honore Sœur Mariette, pas parce qu'elle est religieuse, c'est parce qu'elle fait un travail formidable. Énormément. Elle est dévouée. Énormément. Comme tu disais tout à l'heure, notre mère Teresa. Moi, je l'appelle ma mère Teresa. En tout cas, pour moi, c'est une mère Teresa. Oui, et puis elle est très amie du public aussi. Oui, énormément, énormément. Ensuite, on va aller rapidement pour les autres. L'autre, on a aussi, en tout cas, je ne vous dirai pas un des fondateurs, mais c'est Olivier Charbonneau, qui est la famille Charbonneau. La famille Charbonneau. C'est une des premières familles qui est arrivée à Laval. La première famille en 1672. C'est ça, OK? C'est ça. Alors, c'est la famille Charbonneau, on fait beaucoup. Ils sont installés un peu partout dans l'île de Laval. Plus particulièrement à Sainte-Dorothée. Alors, c'est des gens qui sont dans le domaine des fleurs. Mais au début, ils sont arrivés à l'est de l'île. À l'est. Ils ont changé. Ils ont parti de l'est, sont venus vers l'ouest. Je ne sais pas si les terres étaient meilleures à ce moment-là. J'ai aucune idée. Un peu partout. Ils ont été sur la montée des Perrons. Oui. Ensuite, ils ont été à Sainte-Dorothée. C'est ça. OK, mais ils sont installés partout. Il y a à peu près, on dit qu'à Laval, il y a 85 000 personnes qui auraient l'ADN des familles Charbonneau. Oui. Est-ce qu'il y en a, je pense qu'on a complété les 6 personnes. Moi, je pense que, en tout cas, c'est les 6 personnes qu'on a honorées lors de notre dernière, rencontre. L'année prochaine, on est à la recherche. André Brodeur, c'est fantastique de pouvoir Merci, ça me fait plaisir. Informer nos gens qu'on a des gens qui se sont impliqués dans Laval, qu'on a des grands bâtisseurs. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Merci. C'est déjà tout pour cette émission où je me sentais vraiment comme une naine à côté de Stéphanie L. Dennis. Amélie Paul est atteinte de nanisme depuis cette semaine. Et puis Alex, c'est pas la peine de revenir. On a du plaisir, on a bien du fun. Vraiment, malgré ça, je pense qu'on a décidé, Alex, qu'on n'a plus besoin de toi. Alors, tu peux trouver un autre job. De toute façon, t'es déjà une superstar, t'es déjà une superstar à Trois-Rivières, là. Hein? C'est ça. Des chars avec ta face dessus. Laisse-nous donc avec des stars à Laval. Et voilà. Des autobus avec nos faces, peut-être? Oui, pourquoi pas. On serait si belles. Et voilà. Hey, merci tout le monde. Merci. J'ai oublié, par contre, n'oubliez pas, tous les dimanches matins, 9h30. Bingo! Tout de suite après, Guylaine Tremblay. Oui, 3 500 $ en lot, puis 2 000 $ pour la carte pleine. Easy Money. Easy Money pour les cadeaux de Noël, tvrl.ca pour plus de détails. Au revoir, on vous aime. Bye.